Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Et pour ce premier numéro de la saison, nous allons revenir sur le marché des transferts des Girondins de Bordeaux qui s'est conclu ce lundi soir. Bilan des arrivées et des départs, politique des propriétaires du club, quel visage aura l'équipe de Paulo Sousa, qu'attendre de cette saison, voici quelques-unes des questions qui sont au programme. Et avec moi pour en parler, Nicolas Le Gardien qui suit le club bordelais pour Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors le Sud-Ouest Footcast saison 2, épisode 1, c'est parti. Donc le marché des transferts a joué la prolongation cet été. Le 31 août tombant un samedi, on a eu droit à 48 heures de rab, sans changer le cours du mercato bordelais. Alors pour rafraîchir un petit peu la mémoire, parmi les principaux départs, donc Jules Koundé est parti à Séville, Seydou Youssouf à Saint-Etienne. Il y a aussi eu l'option d'achat levée par le Génois pour les Ragueurs. Et puis en fin de mercato, les départs de Valentin Vada ou encore de Daniel Mancini, soit entre 35 et 40 millions d'euros si on inclut les bonus. Côté arrivée, Laurent Koscielny, Wang Wijio, Aïd Benasser a lui été prêté par Monaco. Et puis défenseurs en fin de contrat, Mexer, Kouateng et Benito sont arrivés, ainsi que le jeune Italien Raul Villanova qui avait été acheté en janvier et qui avait ensuite fini la saison à l'AC Milan. Alors Nicolas, que penser de ces mouvements côté bordelais ? Donc il y avait une volonté de départ d'une grosse refonte de l'effectif après les deux dernières saisons difficiles et notamment la dernière saison ratée. Donc avec une volonté à la fois de renouveler pour donner de l'air frais, pour repartir sur un nouveau projet, à la fois pour aussi correspondre au nouveau projet de jeu lancé avec Paulo Sousa. Donc on va dire qu'une partie du chantier a été réalisée et il a été inachevé. La partie du chantier réalisée, c'est qu'il y a quand même eu de nouveaux cadres à arriver. Si on prend l'équipe type, elle a été renouvelée à au moins 50%, avec effectivement de nouveaux joueurs d'expérience, que ce soit Mexer, Benito, Koscielny, qui sont là pour apporter justement une nouvelle assise, une nouvelle ossature au nouveau cycle qui s'ouvre, plus donc Aïd Benasser qui a une option d'achat obligatoire sur un certain nombre de matchs joués, à partir d'un certain nombre de matchs joués, qui peut également apporter un plus. Donc il y a eu cette volonté de réinjecter du sang frais et de l'oxygène. Après il y avait la volonté d'aller aussi plus loin, notamment au milieu de terrain et en attaque, où il y avait la volonté de Paulo Sousa, adoubé par ses dirigeants au printemps, d'apporter aussi un joueur d'expérience au milieu et un joueur à un vrai plus offensif. Ça, les dirigeants n'ont pas réussi à le faire pour des raisons tout simplement financières, parce que de l'autre côté, il y avait énormément de joueurs sous contrat, 38 pour cette saison au début du mercato. Ils ont réussi à faire partir certains joueurs. Ils n'ont pas réussi à faire partir tout le monde, dont certains joueurs qui pensaient pouvoir vendre avec une bonne plus-value, c'est-à-dire François Camano et Youssouf Sabaly, qui n'ont pas réussi, ou en tout cas qui ne sont pas partis. Et forcément, ça a plus ou moins bloqué toute la deuxième partie du mercato, sachant qu'il n'y avait pas de fonds disponibles après une saison dernière où le déficit d'exploitation a été très important. Donc il fallait aussi résoudre ce problème-là. D'où aussi une balance des transferts positifs pour le club, puisque le bénéfice, entre guillemets, ça sert à résoudre le déficit et à rassurer la DNCG, à laquelle les dirigeants avaient présenté un plan en juin qui selon nos informations, donnait une balance des transferts positifs de 30 millions d'euros. Donc ça correspond à peu près à ce qui s'est passé. Donc on peut dire que, en fait, il y a pas mal de frustration chez les supporters, mais que finalement le plan est plutôt suivi. Disons qu'il manque les 2-3 éléments, surtout dans le domaine offensif, qui est évidemment une des difficultés de l'équipe sur la saison dernière et sur la dernière saison, qui aurait pu faire basculer le club vers d'être vraiment un candidat à l'Europe. Aujourd'hui, quand on regarde l'effectif, et les effectifs des autres, puisqu'il faut toujours comparer aux autres, ça semble compliqué, voire très compliqué de jouer un top 5. Il n'est pas interdit de surperformer, mais ça semble quand même extrêmement compliqué d'aller jouer l'Europe, ce qui était l'objectif annoncé par les nouveaux propriétaires pour cette saison en janvier dernier, en mars, un peu au printemps. Depuis juillet, ils ont quand même calmé le jeu un petit peu par rapport à cet objectif. Les quelques échos font que c'est faire mieux que l'année dernière et puis du mieux possible. Donc en gros un top 10 et puis tant mieux si c'est mieux, et sinon on se contentera d'un top 10. Donc forcément la frustration elle vient que les Girondins, c'est
quand même un club habitué à jouer l'Europe, qu'il y avait des nouveaux propriétaires, que les supporters ont cru que le changement de propriétaire allait les ramener tout de suite à jouer l'Europe. Par la communication peut-être un peu trop aventureuse au départ, les dirigeants ont laissé entendre que le club allait jouer le top 5 dès cette saison, et on se rend compte que dans les faits, ils n'ont pas réussi à armer l'équipe pour être aujourd'hui un vrai candidat au top 5 cette saison. Et puis, il faut aussi différencier peut-être l'actionnariat des Girondins de Bordeaux à ce qu'on voit à Nice, parce que c'est vrai que lorsqu'on est supporter comme ça, qu'on voit les Niçois qui ont fait une fin de mercato champagne en recrutant à tout va des jeunes joueurs. Du coup, ils ont créé un bel effectif grâce au rachat par Ineos de Ratcliffe. C'est différent à Bordeaux. La stratégie n'est pas la même. Disons que le groupe Ineos, qui est déjà présent dans le cyclisme, ne vient pas pour faire forcément du mécénat, mais il y a une partie de mécénat, il y a une partie de passion. C'est un propriétaire qui arrive déjà, qui est extrêmement riche, qui arrive pour se faire connaître, parce que le groupe Ineos, c'est un groupe notamment de pétrochimie, donc envie de se faire connaître, c'est aussi se racheter un peu une image dans une période où c'est pas les domaines d'exploitation les plus qui ont le plus le vent en poupe. Donc ils sont plus dans ce créneau-là, et donc comme ils ont aussi beaucoup de fonds, c'est aussi d'investir de l'argent pour faire grandir le club, quitte à perdre de l'argent sur les premières années. Là, on est sur un projet qui est un projet de fonds d'investissement, donc qui sait qu'il risque de perdre un peu d'argent sur les premières années. Qui a emprunté également de l'argent pour investir dans ce projet, et qui vise aussi à récupérer de l'argent au final. C'est un projet qui n'a pas de fonds propres, qui n'est pas arrivé avec de l'argent à investir tous les ans. C'est un projet qui arrive avec de l'argent pour acheter le club, avec des crédits pour investir un petit peu dans le club, essentiellement sur le fonctionnement, sur la structure, et à partir de là, l'objectif est de rendre mettre le club dans un cercle vertueux où il dégagerait des ressources à la fois marketing et à la fois par du trading de joueurs, qui permettrait d'autofinancer le club et de le faire grimper les étapes petit à petit. Et dans cette politique, on a vu pas mal de jeunes joueurs aussi arriver. Par exemple, le Belge Le Moine ou encore l'Algérien Bouchicha qui ont signé pour le moment pour être dans l'équipe réserve, mais c'était des joueurs à faible valeur marchande, avec l'espoir forcément de les voir à terme arriver en équipe première et être revendus plus cher. Disons qu'il y a eu une des questions avant ce mercato, c'était on se demandait si, comme le trading de joueurs est important dans le projet financier, le club allait miser seulement sur des joueurs à fort potentiel entre guillemets pour l'équipe première et faire une équipe première que de jeunes. Elle a répondu finalement non, puisque finalement la plupart des joueurs sont des joueurs quand même plutôt expérimentés, qui ont du vécu et pas forcément justement avec un potentiel de revente extraordinaire. Et sur ce marché de joueurs à potentiel et de jeunes, qui effectivement reste une partie importante du projet, elle n'a pas pu investir énormément par manque d'argent, c'est-à-dire qu'elle avait investi au mois de janvier avec Belanova, parce qu'il y avait eu 1 million d'euros, et puis Yacine Adli qui a coûté 5 millions d'euros, et là elle a investi sur ce marché, mais sans beaucoup d'argent, donc elle a misé sur beaucoup de coûts, sur des jeunes joueurs et des opportunités, sur des joueurs qui étaient libres, de jeunes Tourangeau où le club de Tours a perdu son statut pro pour raison d'une descente en N3, donc des opportunités comme ça pour des joueurs qui ont signé des contrats pro, qui vont d'abord devoir faire leurs preuves en réserve, dont certains arriveront peut-être sportivement à grimper les échelons et à venir renforcer l'équipe première, et avec évidemment à terme l'idée que il y aura peut-être un qui va exploser et qui va permettre de faire une vraie plus-value, d'autres qui vont permettre de faire d'autres petites plus-values, sachant que dans le projet il y a aussi, et les dirigeants disent que c'est pour eux leur priorité, c'est de faire monter les joueurs du club en équipe première, et que ces joueurs-là, à l'image de Jules Koundé, une fois qu'ils seront vendus, vont aussi permettre d'autofinancer le projet. Donc c'est pas non plus que des joueurs qui viennent de l'extérieur. Le discours des dirigeants est d'abord de faire un effort sur la formation pour que finalement les meilleurs jeunes, ils arrivent du centre de formation des Girondins, puisque l'un des faits marquants aussi de l'été, c'est un autre sujet, ça a été quand même le renouvellement complet pratiquement de l'encadrement des équipes de jeunes sous l'égide de Souleymane Cissé qui est directeur technique, et donc un peu de la refonte aussi finalement des méthodes de formation. Ça doit porter ses fruits sur effectivement un moyen terme, de sortir des joueurs et qui aideront l'équipe première, qui aideront aussi par d'éventuelles ventes au club à s'autofinancer, quoi. Oui, parce qu'on se concentre, parce que c'est ce qui est visible sur le mercato de l'équipe première, mais on le voit au niveau du staff.
Vous le disiez, au niveau des jeunes, il y a 4 éducateurs, je crois, désormais par équipe. Pas toutes les équipes, mais c'est vrai que alors j'ai pas le compte tout en tête, mais c'est vrai que pour mettre un peu promené aux aillants, on se rend compte qu'effectivement les staffs de chaque équipe a été quand même élargi et il y a eu un vrai effort pour que sur l'encadrement des jeunes, quoi. Paolo Sousa aussi a un staff assez élargi. Au niveau du scouting et compagnie, il y a aussi eu un effort de fait. Avec niveau du commercial également. Voilà, au niveau du commercial, donc, l'équipe féminine aussi a été renforcée d'ailleurs. C'est l'ensemble du club qui est renforcé. Disons qu'il y a deux choses. Il y a eu la volonté donc d'investir sur la structure commerciale, structure du club. C'est un vrai investissement en termes de masse salariale, en termes d'apport de personnes, pour développer tout ce qui est recettes commerciales par rapport effectivement au remplissage du stade. Donc là, il y a une mission qui est lancée et qui est surtout menée sous l'égide de Frédéric Longuepée. Donc voilà, qui vise forcément à créer de nouvelles ressources. Après, il y a l'effort fait sur la formation, qui vise effectivement à améliorer, puisqu'il jugeait que l'avait amélioré sur la formation pour sortir plus de joueurs pour l'équipe première, pour améliorer les résultats sportifs et par la revente créer de nouvelles ressources. Et il y a de l'investissement qui là effectivement a été relativement faible parce qu'il n'y a pas d'argent, mais sur l'équipe première qui vise effectivement le court terme et effectivement la compétitivité de l'équipe à court terme. Avec, on n'en a pas parlé, mais vraiment un joli coup qui reste aussi la venue de Laurent Colciani, qui est un point d'ancrage du projet vis-à-vis de l'extérieur. Sportivement à court terme, on a vu sur les deux premiers matchs, c'est un vrai apport. Ça reste quand même un des faits marquants quand même de ce mercato et quelque chose d'important par rapport à ce projet qui, bon, clairement aujourd'hui n'est pas de viser le haut du tableau cette saison, mais maintenant il faut l'espérer la saison prochaine, sauf s'il est surperformé, que éventuellement un ou deux joueurs d'un niveau supérieur étaient attirés en janvier et permettaient voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est d'améliorer l'équipe mercato après mercato. Paulo Sousa a affiché assez clairement son agacement, voire sa déception lors de ces dernières semaines, de ces derniers jours sur ce mercato qui était au ralenti. Vous pensez qu'il va gérer comment les prochaines semaines, et dans sa communication et auprès de son groupe? Ça, il y a que lui qui peut le dire. Après, il a quand même un contrat de 4 ans, donc il est arrivé pour travailler sur du long terme. Alors, lui espérait clairement avoir un effectif pour jouer les 5 premières places dès cette saison, qui correspondait un peu au discours tenu par les dirigeants, qui correspondait à ce qu'ils avaient en tête de faire au début du mercato. On l'a dit au début, ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que pour des raisons financières, des raisons de départ qui ne se sont pas faits. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec un effectif qui est de moindre qualité par rapport à ce qu'il espérait. Donc pour lui, l'objectif maintenant, ça va être effectivement d'essayer de fructifier entre guillemets ce qu'il a sous la main au maximum pour essayer de jouer le plus haut possible. Après, est-ce que lui ça va se satisfaire? Est-ce que ça va créer une cassure, le fait qu'il n'ait pas aujourd'hui les moyens qu'il espérait pour jouer le haut du tableau? C'est toute la question, mais ça, il n'y a que lui qui peut y répondre, mais forcément ça crée forcément des premières tensions, comme dans beaucoup de clubs finalement, où quand l'entraîneur n'est pas non plus maître de tout, et voilà. Mais c'est sûr que lui espérait pouvoir avoir un effectif plus fort dès cette saison, et correspondait aussi à ce qui était attendu au printemps, et forcément ça engendre chez lui une déception. Alors après, est-ce que lui va rentrer dans le moule du projet en se disant on est encore sur une année où on met des bases de progression et on est patient pour éventuellement grimper un échelon la saison prochaine? C'est la question. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, il faut aussi que les dirigeants, quelque part, vont devoir le rassurer sur le fait que le club est capable d'aller chercher 2 joueurs encore supplémentaires de haut niveau la saison prochaine pour aller au tableau, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas le seul argent, entre guillemets, la saison qui vient sera très certainement encore déficitaire structurellement, donc c'est à nouveau par la vente de joueurs et finalement par la valorisation de l'effectif actuel qu'elle pourra dégager des revenus pour éventuellement renforcer à nouveau l'équipe la saison prochaine, puisque les droits TV sur lesquels également les nouveaux propriétaires comptent justement pour augmenter les revenus ne tomberont qu'en 2020-2021. Alors parmi les joueurs qu'il a à disposition, il a notamment Paul Bess, Younous Sankaré, Cafou ou encore Carrick, 4 joueurs qu'on appelait du loft, qui n'ont pas trouvé preneur. Est-ce qu'on peut les considérer
comme des recrues en quelque sorte, puisqu'il va falloir forcément les réintégrer. Est-ce que vous les voyez potentiellement être utilisés par Paulo Sousa ces prochaines semaines? C'est compliqué de les mettre dans les recrues. Un joueur qui peut être une recrue, parce qu'on parlait de joueurs offensifs, si jamais Paulo Sousa et les dirigeants arrivent à le remettre dans le bon sens et que lui-même se remet la tête dans le bon sens, c'est François Camano, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il a été le meilleur buteur sur toute la saison dernière, tout ça en étant performant que 4 mois, et puis après sont arrivées toutes ces questions de prolongation de contrat qui ne s'est pas faite, de possible départ, et lui a fait un peu perdre le fil. Là, il n'a pas été transféré. Aujourd'hui, il a un moment de sa carrière où s'il veut relancer sa carrière, il a tout intérêt à être performant. Le club a tout intérêt à ce qu'il soit performant. Donc est-ce que le club va réussir à le relancer? C'est une question. Et lui, quelque part, peut être une recrue s'il la remet dans le bon état d'esprit. Par rapport aux 4 joueurs donc, qui restent du loft, c'est des joueurs que Paulo Sousa ne voulait plus. Donc forcément, il va falloir également les remettre qu'eux soient dans l'état d'esprit d'essayer d'apporter. Et ils ne rentrent pas forcément du coup dans les plans de Paulo Sousa. Donc après, il y a des profils différents. Thomas Carrick est passé pro parce qu'il avait un contrat élite de 3 ans avec un contrat pro automatique derrière. Bon, c'est un jeune joueur. Lui, il risque de ne pas jouer. Donc voir est-ce qu'ils vont le faire jouer en réserve. Est-ce qu'ils peuvent trouver une solution en le libérant. Voilà, après il y a encore des solutions éventuellement pour des départs, donc ça il ne faut pas non plus l'exclure parce qu'il y a des championnats, il y a des mercatos qui sont ouverts, notamment au Portugal, je pense pour Jonathan Cafou éventuellement. Puis les clubs ont la possibilité de prendre un joker. Les clubs ont possibilité de prendre un joker, les clubs français ont possibilité de prendre un joker sur des joueurs licenciés en France, donc bon ça limite, mais ça laisse une possibilité. Il y a toujours la possibilité effectivement de trouver un accord avec les intéressés, ce qui coûterait quand même de l'argent au club pour une résiliation de contrat. Donc voilà, après un joueur comme Younous Sankaré connaît ses qualités, l'impact physique qu'il est capable de mettre, il a aussi une qualité technique, Younous Sankaré qui est totalement intégré dans le projet, peut pourquoi pas apporter quelque chose, sauf que Paulo Sousa jugeait que c'était peut-être pas le profil de joueur qu'il souhaitait, donc est-ce qu'il va avoir envie de le réintégrer dans son équipe? Il n'y a que lui, pareil, peut y répondre. Mais forcément, il va falloir vite se prononcer par rapport à ces joueurs-là, vite que lui les rencontre et qu'il leur dise clairement voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à eux, c'est sûr. Pour terminer, on va un petit peu parler du sportif. 5 points après 4 matchs, mais 3 matchs à l'extérieur, faut-il le préciser. Et puis on a senti tout de même une marge de progression au fil des matchs pour cette équipe, sachant que là, 2 matchs à domicile vont arriver. Est-ce l'occasion peut-être aussi d'enclencher une bonne série et de confirmer ce qu'on a vu, notamment en seconde période contre Lyon? Oui, c'est sûr que ça va être les matchs de septembre, les 3 premiers matchs de septembre vont être importants pour essayer effectivement pourquoi pas de rentrer dans la première partie de tableau et effectivement enclencher une dynamique positive sur laquelle le club pourra s'appuyer pour vivre une saison plutôt sympa. C'est sûr que si là, avec 2 réceptions, Brest, Metz et le déplacement à Amiens, le club stagne, reste dans la deuxième partie de tableau. Après, il y a des matchs plus difficiles qui vont arriver. La saison risque d'être difficile et que ça risque d'être difficile d'accrocher le haut du tableau, même si après c'est long. Mais c'est vrai que les dynamiques de début de saison sont quand même importantes. Donc là, ça sera le cas. Donc c'est vrai qu'après, il y a eu une vraie progression dans le jeu, dans le sens où le projet de jeu de Paulo Sousa, ce qu'il veut mettre en place, est assez ambitieux. On a senti une vraie progression avec une victoire assez maîtrisée à Dijon et une équipe qui a joué à Lyon, qui n'a pas eu peur, qui même mené au score a continué à avoir la maîtrise du ballon, à montrer des choses, quelques mouvements intéressants, qui montrent aussi ça c'est nouveau surtout par rapport au match à Angers et au match de préparation où c'était en grosse difficulté, une vraie assise avec un système qui est un peu mieux maîtrisé sur les replacements tactiques et l'apport également de Koscielny qui fait du bien. Donc il y a des points positifs. Après on sent que derrière ce fond de jeu qui est en train de se mettre en place, il manque de percussion, de talent offensif, d'individualité qui vont être capables aussi de faire des différences à tout moment, qui sont très importantes si on veut aller jouer le haut du tableau, parce que voilà, sans ces joueurs-là, vous n'êtes pas à l'abri de faire un coup 1-0, un coup de perdre un match 1-0, donc ça, il manque ça pour voilà. Est-ce que Paulo Sousa va réussir avec les joueurs qu'il a à trouver plus de percussions offensives, plus de voilà, qui passera forcément par le collectif, les automatismes, c'est toute la question, c'est tout l'enjeu pour lui, et c'est ce dont dépendra aussi la saison bordelaise. Et n'ayant pas eu l'attaquant qu'il souhaitait, vous pensez que, alors bon, Jimmy Brouillard on connaît, il rend des services, il a encore montré à Lyon, il a marqué. Josh Maja,
qui est en train de s'intégrer, il arrive en janvier. Wang Wuzhou qui est arrivé là cet été, qui a commencé à montrer des bonnes choses, même si, notamment peut-être au niveau de l'impact, il est encore un peu léger, mais il faut peut-être qu'il s'habitue aussi au foot français. Est-ce que vous pensez qu'avec ces 3 options devant comme numéro 9, ça peut le faire ? C'est des joueurs qui ont tous des qualités, qu'il faut intégrer dans un collectif, parce que par contre, c'est aucun joueur, je reviens à tout ce que je disais tout à l'heure, qui seront capables de faire la différence individuellement. Disons que c'est pas le seul finalement aujourd'hui dans l'effectif qu'on sent qui peut faire pencher une balance à un moment, c'est Kalou qui sur un éclair, etc. Donc les autres, c'est des joueurs qui ont des qualités. Je pense à Wang qui a montré notamment beaucoup d'adresse dans la surface de réparation, dans les derniers gestes, mais qui seront dépendants d'un collectif, qui seront vraiment dépendants d'un collectif. Et ce qui manque, c'est plus effectivement ce joueur qui va faire basculer, qui va être vraiment au-dessus et qui peut pouvoir faire basculer les matchs. Donc c'est des joueurs de qualité. Voilà, donc après ça les mettre dans les meilleures dispositions et après c'est des joueurs qui peuvent permettre de jouer quand même sur la première partie de tableau. Donc le top 5, il manquera sans doute quelque chose. Pour jouer un top 10 avec ces joueurs-là, c'est jouable, ou en tout cas jouer autour de la 10e place. Et puis il y aura aussi les coupes avec la Coupe de Ligue qui commence fin octobre, la Coupe de France en janvier, ça peut aussi être l'occasion de pimenter un petit peu la saison, si jamais Paris, comme la saison passée, les laisse à disposition, ces coupes. Oui, tout à fait, même si effectivement après il y a Paris, mais il y a aussi d'autres effectifs qui se sont renforcés. C'est que Monaco a eu un peu du mal, mais sur le papier il y a quand même un effectif qui tient la route. Nice a fait un bon début de saison et s'est encore renforcé donc avec l'arrivée d'Ineos sur la fin de mercato. Rennes a quand même également un recrutement ambitieux. Après Marseille, Saint-Etienne, ça reste un peu des points d'interrogation, mais tous ceux que je viens de citer, c'est sur le papier quand même des effectifs qui sont au-dessus de l'effectif des Girondins. Donc même pour aller chercher les coupes, il faudra performer à chaque tour. Maintenant, voilà, l'essence aussi d'un sportif, les joueurs qui sont là, l'entraîneur qui est là, leur objectif maintenant est de faire du mieux possible et il y aura toujours cette ambition-là. Après voilà, ce que le message aussi qu'a fait passer Paulo Sousa, c'est regardez ce qu'on a, ne nous demandez pas trop par rapport à ce qu'on a. Après, forcément, lui, comme ses joueurs, vont avoir envie de faire du mieux possible, etc. Après, essayer de surperformer, c'est aussi l'essence du sport. Après, est-ce qu'ils vont réussir ? Ça, c'est pas évident, quoi. Eh bien, nous suivrons ça et nous en parlerons bien sûr lors des prochains numéros du Sud-Ouest Footcast. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que tous les précédents du catalogue sur notre site, sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi sur nos applications iTunes ou encore Google Podcast. Bonne rentrée et à bientôt.